Ce soir, nous allons plonger dans ce qu'était la fréquentation amoureuse à l'époque victorienne. Et croyez-moi, si vous pensez que les rencontres modernes sont compliquées avec toutes ces applications et ces signaux contradictoires, attendez d'entendre parler du labyrinthe des livres d'étiquette, des chaperons et des règles sociales qui régissaient chaque interaction entre hommes et femmes dans les années 1850. On parle d'une époque où même établir un contact visuel avait ses règles, où un chapeau soulevé était pratiquement un message texte, et où recevoir un cadeau de la mauvaise personne pouvait ruiner votre réputation à jamais. Oh, et si vous appréciez ces histoires, j'apprécierais vraiment un like ou un abonnement. Je suis super curieux de savoir d'où vous écoutez tous. Alors, laissez un commentaire avec votre localisation et l'heure qu'il est chez vous. Ça me sidère toujours de voir que des gens s'endorment en écoutant ça partout dans le monde. D'accord, trouvez un endroit confortable. Prenez une grande inspiration lente et laissez simplement votre corps s'enfoncer dans ce sur quoi vous êtes allongé. Nous partons pour Londres en 1855. Et croyez-moi, vous allez être vraiment reconnaissant pour ce matelas d'ici la fin. Les Victoriens avaient une expression à propos de faire l'amour, mais ça ne signifiait pas ce que vous pensez. Faire l'amour à l'époque signifiait courtiser, l'art de séduire quelqu'un correctement. Et si vous vouliez survivre à la scène des rencontres victoriennes, vous feriez mieux de connaître les règles. Alors, félicitations, vous venez de vous réveiller en mai 1855, en plein cœur de Londres. Mais pas le Londres que vous connaissez. C'est le Londres de la reine Victoria, où la fumée de charbon flotte dans l'air matinal comme du brouillard, où les sabots des chevaux claquent contre les pavés à l'extérieur de votre fenêtre. Et l'odeur, oh l'odeur, c'est quelque chose d'autre. La rivière Tampam, au bout de la rue, transporte tous les déchets de 2,5 millions de personnes. Et par des journées chaudes comme aujourd'hui, cette odeur flotte directement par la fenêtre de votre chambre. Votre nez se fronce involontairement alors que vous tirez les lourdes couvertures de laine jusqu'à votre menton. La bonne nouvelle, c'est que vous avez 22 ans et que vous venez d'une famille respectable de la classe moyenne. Votre père possède une petite mais prospère boutique de mercerie, ce qui signifie que vous avez assez d'argent pour des vêtements décents et de la nourriture, mais pas assez pour être complètement oisif. La mauvaise nouvelle, c'est que vous êtes une femme en 1855, ce qui signifie que tout votre avenir dépend d'une chose, trouver un mari convenable. Et les règles pour y parvenir sont à peu près aussi compliquées qu'apprendre à valser tout en jonglant avec des tasses à thé. Vous étirez vos jambes sous les draps de coton rugueux, sentant le poids de la lourde couette pressée sur votre poitrine. Il n'y a pas de chauffage central dans cette maison. Ça n'existera pas avant des décennies. Ainsi, chaque matin commence avec un froid glacial qui s'infiltre à travers les murs de pierre. Votre femme de chambre est déjà debout depuis 5 heures, allumant les feux de charbon au rez-de-chaussée. Et vous pouvez entendre ses pas lourds sur les escaliers en bois alors qu'elle transporte le seau à charbon pour allumer le feu dans votre chambre. Super. Ce seau pèse environ 30 livres quand il est plein. Et elle en transportera des dizaines dans ses escaliers avant la fin de la journée. La porte de la chambre grince en s'ouvrant, et Marie entre, les bras tendus sous le poids du charbon. Ses mains sont déjà noires de suie, et vous remarquez qu'elle ménage son épaule gauche, probablement douloureuse à force de porter. Elle s'agenouille près de votre cheminée, et vous observez ses mains habiles disposer le petit bois et le charbon avec des mouvements rapides et précis. La première étincelle prend, puis se propage, et bientôt une petite lueur orange repousse le froid matinal. « Bonjour, mademoiselle », dit Marie, essuyant ses mains sur son tablier. « Votre mère dit que vous devez vous habiller correctement aujourd'hui. Les Wetherby viennent cet après-midi, et ils amènent leur fils. » Votre estomac fait un petit bond. Les Wetherby. Vous avez entendu parler de leur fils, Thomas, 26 ans, récemment rentré d'Inde où il travaillait comme commis pour la Compagnie des Indes orientales. Votre mère fait allusion à cette visite depuis des semaines, et vous savez exactement ce que cela signifie. Ce n'est pas juste une visite sociale. C'est une inspection. Vous vous asseyez dans votre lit, sentant l'air frais frapper vos épaules à travers votre chemise de nuit en coton. Le feu commence à réchauffer la pièce, mais il faudra encore 1 heure pour que le froid disparaisse vraiment. Vous regardez Marie se déplacer dans la pièce, préparant vos vêtements pour la journée. Pas n'importe quel vêtement. Votre plus belle robe de jour, celle en laine bleue foncé avec de petits boutons en nacre que votre mère a mis 3 mois à économiser. Marie, dites-vous, la voix encore rauque de sommeil, que sais-tu du fils Wetherby ? Elle jette un coup d'œil vers la porte, puis se penche plus près. Eh bien, mademoiselle, j'ai entendu dire par leur femme de chambre qu'il a toutes ses dents, ce qui est plus qu'on ne peut dire de la plupart des gentlemen de son âge, et elle dit qu'il ne boit pas trop, bien qu'il ait un faible pour les cigares.
Elle marque une pause, disposant votre corset sur le lit. Bien sûr, il a passé ces 4 dernières années en Inde, alors il pourrait avoir adopté quelques idées étranges sur certaines choses. Le corset. Vous le regardez avec résignation. Chaque matin, Marie vous lasse dans cet appareil de baleine et de coton qui sert vos côtes jusqu'à ce que vous puissiez à peine respirer correctement. Il est conçu pour vous donner cette silhouette parfaite en sablier qui est à la mode en ce moment. Mais cela signifie aussi que vous passerez toute la journée à sentir comme si quelqu'un avait ses mains autour de votre taille, pressant doucement mais obstinément. Vous sortez vos jambes du lit, et vos pieds nus touchent le sol en bois froid. Les lattes sont de larges planches de chêne, polies par des décennies d'utilisation, et elles sont toujours froides, peu importe la chaleur du feu. Vous vous levez, et Marie commence immédiatement à délasser votre chemise de nuit. C'est normal. L'intimité telle que vous la connaissez n'existe pas vraiment pour les femmes. Marie vous a vu nu des milliers de fois, et elle continuera à vous habiller et vous déshabiller jusqu'à ce que vous vous mariez, moment où le valet de votre mari ou votre propre femme de chambre prendra le relais. La chemise passe en premier, un sous-vêtement en coton fin qui donne l'impression de porter une serviette à thé, puis le corset. Marie le place autour de votre taille et commence à tirer les lacets forts. À chaque traction, votre respiration devient un peu plus courte. Quand elle a fini, vous prenez de petites respirations prudentes du haut de vos poumons. Respirer profondément est littéralement impossible dans cet engin. Pas trop fort, Marie, parvenez-vous à dire, bien que vous sachiez toutes les deux qu'il est déjà aussi lâche que la mode le permet. Bien sûr que non, mademoiselle. Votre mère a spécifiquement dit que vous devriez pouvoir parler clairement quand le gentleman viendra. Ensuite viennent les couches. D'abord, un coussinet de tournure qui se noue autour de votre taille, essentiellement un petit coussin qui repousse votre jupe derrière vous dans la forme de cloche à la mode. Puis des jupons, 3 d'entre eux, chacun ajoutant du volume et du poids. Quand Marie passe votre robe par-dessus votre tête, vous portez environ 15 livres de tissu. Et ce n'est même pas encore les chaussures. Les chaussures sont en cuir d'agneau, douces et soyeuses au toucher, mais complètement plates. Les talons ne deviendront à la mode que dans quelques décennies. Elles se boutonnent sur le côté avec de petits boutons de perles que Marie attache avec un crochet spécial. Vos pieds, enveloppés dans des bas de coton, se sentent en sécurité mais pas particulièrement confortables. Ces chaussures n'étaient pas faites pour marcher sur de longues distances. Elles étaient faites pour s'asseoir dans un salon et faire de petits pas gracieux. Pendant que Marie coiffe vos cheveux dans le style élaboré qui est actuellement à la mode, séparés sévèrement au milieu, puis ramenés en arrière dans un chignon bas et brillant avec des boucles soigneusement disposées encadrant votre visage, vous pensez à ce que cet après-midi pourrait apporter. La visite des Wetherby est essentiellement un entretien d'embauche, sauf que l'emploi est celui d'épouse, et l'entretien implique de s'asseoir dans le salon principal de votre famille, de faire une conversation polie pendant que les deux paires de parents observent chaque mot, chaque geste, chaque expression. Si Thomas Wetherby vous trouve convenable, il pourrait demander à votre père la permission de vous rendre visite. Si votre père accepte, alors commence le processus formel de la cour, qui pourrait durer de quelques semaines à plusieurs mois. Pendant ce temps, vous ne serez jamais seul avec lui. Chaque conversation se déroulera sous l'œil vigilant d'un chaperon, généralement votre mère ou votre tante célibataire Caroline, qui vit avec votre famille et a des opinions bien arrêtées sur tout. Marie finit avec vos cheveux et recule pour examiner son travail. Vous vous regardez dans le petit miroir à main sur votre coiffeuse. Le visage qui vous regarde en retour est pâle, à la mode, car une peau bronzée signifie que vous travaillez à l'extérieur comme une servante. Vos lèvres sont de leur couleur naturelle, car le maquillage est considéré comme inapproprié pour les jeunes filles non mariées. Vos sourcils sont les vôtres, foncés et bien formés. L'effet global est censé suggérer l'innocence, la modestie et une bonne éducation. Vous êtes ravissante, mademoiselle, dit Marie, et vous pouvez voir qu'elle le pense. Maintenant, dois-je monter votre petit déjeuner ? Le petit déjeuner arrive sur un plateau. De la bouillie avec un peu de crème, du pain grillé avec du beurre, et du thé assez fort pour décaper de la peinture. La bouillie est nourrissante mais fade. Le pain grillé est en fait assez bon. Le pain a été cuit frais ce matin par la cuisinière, et le thé est exactement ce dont vous avez besoin pour vous réveiller complètement. Vous mangez prudemment, consciente de votre corset serré et du fait que toute tache se verra sur votre robe sombre. Après le petit déjeuner, votre mère apparaît à votre porte. À 45 ans, c'est encore une femme attirante, bien que les années de grossesse et les soucis constants d'argent aient gravé de fines rides autour de ses yeux. Elle porte sa deuxième meilleure robe, en laine marron foncé avec des bordures noires, et ses cheveux sont coiffés dans un style similaire au vôtre mais plus sévère.
Bonjour, ma chère, dit-elle, entrant dans votre chambre et fermant la porte derrière elle. Nous devons avoir une petite discussion avant cet après-midi. Vous posez votre tasse de thé et lui accordez toute votre attention. Ces petites discussions contiennent généralement des informations importantes. Maintenant, vous savez pourquoi les Wetherby viennent, commence-t-elle, s'installant sur le bord de votre lit. Thomas a besoin d'une épouse, et vous avez besoin d'un mari. C'est un arrangement pratique, mais cela ne signifie pas que cela ne peut pas être agréable si vous vous comportez tous les deux correctement. Elle marque une pause, lissant sa jupe. J'ai correspondu avec Madame Wetherby, et elle m'a dit certaines choses sur son fils que vous devriez savoir. Il est bien éduqué, il a des perspectives d'avancement dans son entreprise, et il a économisé une somme considérable pendant son séjour en Inde. Il est aussi, selon sa mère, désireux de s'installer et de fonder une famille. Vous hochez la tête, bien que votre estomac fasse de petits bonds nerveux. Fonder une famille. C'est une manière polie de faire référence aux aspects physiques du mariage que personne ne discute jamais directement mais qui planent sur chaque cour comme une ombre. Maintenant, il y a certaines règles que vous devez absolument suivre cet après-midi, poursuit votre mère. Premièrement, vous ne devez accepter aucun cadeau de sa part, peu importe leur taille. Un gentleman ne devrait pas offrir de cadeau à une dame à laquelle il n'est pas fiancé, et les accepter suggère que vous encouragez ses attentions de manière inappropriée. Cela vient directement des livres d'étiquette que votre mère lit religieusement. The Young Ladies Franc, publié en 1837, prévient spécifiquement qu'un cadeau en entraîne un autre et encourage à offrir leur cœur. Deuxièmement, vous ne devez pas le toucher de quelque manière que ce soit. Pas de poignée de main sauf s'il est formellement présenté par votre père. Et même alors, faites-le brièvement. S'il vous offre son bras, vous pouvez le prendre légèrement, mais sinon, gardez vos mains croisées sur vos genoux. Vous pensez à quel point cela doit sembler étrange aux jeunes d'aujourd'hui, où le contact physique occasionnel est si normal. Mais en 1855, le contact physique entre personnes non mariées est une affaire sérieuse. Même les couples fiancés sont limités à se tenir la main et peut-être échanger des baisers chastes, toujours sous surveillance. Troisièmement, laissez-le mener la conversation, mais n'ayez pas peur de montrer votre intelligence. Il a été éduqué, donc il appréciera une femme capable de discuter de quelque chose au-delà du temps qu'il fait, mais ne le contredisez pas directement. Même si vous n'êtes pas d'accord, trouvez des moyens d'exprimer des points de vue différents. C'est un équilibre délicat. Trop d'intelligence, et vous risquez d'être vue comme peu féminine ou menaçante. Trop peu, et vous pourriez sembler ennuyeuse ou stupide. Vous avez pratiqué cet équilibre toute votre vie. Enfin, dit votre mère, tendant la main pour ajuster une boucle près de votre oreille, souvenez-vous qu'il vous évalue autant que vous l'évaluez. Observez comment il traite les domestiques, comment il parle à votre père, comment il réagit quand les choses ne se passent pas exactement comme prévu. Ces petites choses vous en diront beaucoup plus sur son caractère que ces conversations polies au salon. Elle se lève, brossant une peluche imaginaire de sa jupe. Les Wetherby arriveront à 15 heures précises. Nous servirons du thé et les petits gâteaux que la cuisinière a fait hier. Vous vous assiérez sur le canapé près de la fenêtre. La lumière y est flatteuse, et je m'assiérai sur la chaise à côté. Votre père nous rejoindra après avoir parlé d'affaires avec Monsieur Wetherby. Après le départ de votre mère, vous vous retrouvez avec plusieurs heures à occuper avant la représentation de l'après-midi. Vous descendez dans la petite bibliothèque familiale, en réalité juste une pièce avec 2 bibliothèques et un siège près de la fenêtre, et sélectionnez un volume de poésie. Il est socialement acceptable pour les jeunes filles de lire de la poésie, bien que les romans soient encore considérés comme quelque peu douteux. Vous vous installez dans le siège près de la fenêtre et essayez de vous concentrer sur les vers, mais votre esprit ne cesse de vagabonder vers l'après-midi à venir. La maison autour de vous prend vie. Vous pouvez entendre la cuisinière frapper des casseroles dans la cuisine alors qu'elle prépare le repas de midi. La femme de chambre balaie les marches de l'entrée, une tâche qu'il faut faire 2 fois par jour à cause de toute la fumée de charbon et des crottins de cheval dans la rue. Votre père est dans son bureau, examinant les livres de comptes de la boutique. La maison sent le feu de charbon, la cire d'abeille et l'eau de lavande que votre mère utilise pour rafraîchir le linge. Par la fenêtre, vous observez la rue dehors. Un chariot de lait passe, le conducteur criant ses marchandises d'une voix qui porte clairement à travers la vitre. 2 dames passent, leurs jupes ondulant à chaque pas, leurs bras liés alors qu'elles discutent. Elles portent toutes les deux le même style de robe que vous, des couleurs sombres, des jupes amples, des corsages serrés, mais vous pouvez dire à la qualité de leur tissu qu'elles viennent de familles plus riches. Derrière elles marchent leurs femmes de chambre,
portant leur paquet et restant à une distance respectueuse. Un gentleman à cheval passe au trot, assis droit sur sa selle, son haut de forme parfaitement positionné. Il porte un manteau sombre avec des basques et un pantalon de couleur claire, la tenue standard de jour pour les hommes de sa classe. Lorsqu'il passe devant votre fenêtre, il touche le bord de son chapeau en un salut poli, même s'il ne vous connaît pas. C'est normal. Les gentlemen sont censés saluer les dames, même les inconnus, avec ce petit geste de respect. La matinée passe lentement. Vous lisez quelques poèmes, aidez votre mère à arranger des fleurs pour le salon principal, et pratiquez un morceau au pianoforte. Jouer de la musique est l'une des compétences attendues des jeunes filles, avec parler un peu de français, faire des travaux d'aiguille, et peut-être savoir dessiner, éventuellement bien. On n'attend pas de vous que vous soyez brillante dans aucune de ces choses, juste assez compétente pour démontrer que vous avez reçu une éducation appropriée. Le déjeuner est simple, viande froide, pain, fromage et légumes marinés. Vous mangez légèrement, en partie parce que votre corset rend les gros repas inconfortables, et en partie parce que vous êtes trop nerveuse pour avoir beaucoup d'appétit. Votre mère parle des voisins et des potins locaux, mais vous pouvez voir qu'elle est nerveuse aussi. Un bon mariage pour vous résoudrait plusieurs des préoccupations financières de la famille et assurerait votre avenir. Pas de pression. À 14h30, votre mère déclare qu'il est temps pour les préparatifs finaux. Vous montez vérifier votre apparence une dernière fois. Marie a disposé des gants frais en coton blanc qui se boutonnent au poignet et votre petit médaillon, le seul bijou considéré comme approprié pour une jeune fille non mariée recevant des visiteurs. Le médaillon contient un portrait miniature de votre grand-mère, et il repose juste sous le col haut de votre robe. Vous vous entraînez à vous asseoir gracieusement, ce qui est plus difficile qu'il n'y paraît quand vous portez toutes ces couches. L'astuce est de vous abaisser lentement, en laissant vos jupes s'installer autour de vous de manière attrayante, puis de croiser vos mains sur vos genoux. Ce lever nécessite de pousser sur les accoudoirs de la chaise et de se lever doucement sans montrer l'effort impliqué. À 10 minutes avant 15 heures, vous êtes installé dans le salon principal, assise sur le canapé comme indiqué. Votre mère s'assied à proximité dans sa chaise, un ouvrage d'aiguille sur ses genoux pour occuper ses mains. Votre père se tient près de la cheminée, vérifiant sa montre de poche toutes les quelques minutes. La pièce sent la cire d'abeille et les fleurs fraîches que votre mère a arrangées ce matin. La lumière de fin d'après-midi traverse les fenêtres, et vous espérez qu'elle est aussi flatteuse que votre mère l'a promis. L'horloge sur la cheminée avance vers 15 heures. Chaque seconde semble plus longue que la précédente. Vos paumes sont légèrement humides à l'intérieur de vos gants, et vous résistez à l'envie de tripoter votre jupe. C'est le moment, le début de ce qui pourrait être le reste de votre vie. À 15 heures précises, on frappe fermement à la porte d'entrée. Votre père ouvre la porte, et vous entendez le murmure bas de voix masculine dans le vestibule. Des salutations formelles, le froissement des manteaux enlevés, le bruit sec des cannes posées dans le porte-parapluie. Puis des pas s'approchent du salon, et votre cœur bat fort contre les baleines rigides de votre corset. Monsieur Wetherby entre en premier, le père de Thomas, un gentleman distingué avec des favoris argentés et une légère courbure qui suggère des heures penchées sur des livres de contes. Derrière lui vient Madame Wetherby, une femme ronde en soie bordeaux dont les bijoux captent la lumière de l'après-midi, et enfin, Thomas lui-même franchit la porte. Il est plus grand que vous ne l'attendiez, avec des cheveux bruns séparés précisément au milieu et des favoris en côtelette qui encadrent un visage mince. Sa peau a une teinte dorée qui parle de ses années sous le soleil indien. Et quand il bouge, il y a une précision prudente dans ses gestes qui suggère une formation militaire. Il porte un manteau noir qui descend jusqu'aux genoux, un pantalon gris, et une chemise blanche avec un col haut qui semble pouvoir l'étrangler s'il tourne la tête trop vite. « Mais Madame Wetherby, dit votre père formellement, puis-je vous présenter ma femme, Madame Hartwell, et ma fille, Mademoiselle Elélanena Hartwell. » Vous vous levez lentement du canapé, gracieusement, laissant votre jupe s'installer autour de vous comme vous l'avez pratiqué 1000 fois. Vous offrez une petite révérence, juste une flexion des genoux et une légère inclinaison de la tête. Trop profonde suggérerait que vous êtes de statut inférieur. Trop légère semblerait irrespectueuse. Mademoiselle Hartwell, dit chaleureusement Madame Wetherby, quel plaisir de vous rencontrer enfin. Thomas était très impatient pour cette présentation. Thomas s'avance et offre une brève révérence. Mademoiselle Hartwell. Sa voix est plus grave que vous ne l'attendiez, avec juste une pointe d'accent que vous ne pouvez pas tout à fait identifier, peut-être acquis pendant son séjour à l'étranger. Monsieur Wetherby, répondez-vous, croisant brièvement son regard avant de baisser les yeux. Le contact visuel direct est acceptable pour la salutation initiale,
mais un regard prolongé serait considéré comme audacieux. Tout le monde s'installe à sa place assignée, comme des acteurs prenant leur marque sur une scène. Thomas s'assied dans la chaise en face de vous, assez près pour la conversation mais assez loin pour maintenir la bienséance. Les parents s'arrangent en chaperons subtils, présents mais tentant de sembler absorbés par leur propre discussion sur des connaissances communes et des nouvelles locales. J'espère que votre voyage depuis l'Inde a été agréable, vous aventurez-vous, car il est acceptable pour les dames de poser des questions sur les voyages. En effet, bien que plutôt long, répond Thomas. 3 mois à bord d'un navire offrent amplement le temps pour la réflexion. Je me suis trouvé tout à fait prêt à retourner sur le sol anglais et dans la société anglaise. Il marque une pause, et vous captez quelque chose dans son ton, peut-être du soulagement, peut-être autre chose. Le climat là-bas peut être difficile pour ceux d'entre nous qui ne sont pas habitués à une telle intensité. Vous hochez la tête avec sympathie, bien que vous n'ayez jamais été plus loin de Londres que Brighton. J'imagine que la chaleur doit être assez écrasante. Nous nous plaignons quand nos étés atteignent 70 degrés. Tout à fait. À Bombay, nous voyons souvent des températures au-dessus de 100 degrés, avec une humidité qui rendait l'air épais comme de la soupe. Il change de position sur sa chaise, et vous remarquez comment il relâche inconsciemment son col, juste légèrement. Je confesse que j'ai développé une grande appréciation pour la pluie anglaise pendant mon absence. Cela vous arrache un petit sourire, un sourire sincère, pas le sourire de salon pratiqué que votre mère vous a appris. La pluie est certainement quelque chose que nous avons en abondance. La conversation continue dans cette danse prudente. Thomas vous parle des marchés à Bombay, des fruits exotiques qu'il a appris à apprécier, du défi de gérer des commis qui parlaient une douzaine de langues différentes. Vous partagez vos propres expériences, beaucoup plus modestes, les livres que vous avez lus, la musique que vous avez pratiquée, vos observations sur la vie à Londres. Chaque sujet est sûr, approprié, conçu pour révéler le caractère sans s'aventurer dans quelque chose de trop personnel. Mais vous l'observez aussi, comme votre mère l'a conseillé. Quand Marie entre pour servir le thé, vous remarquez comment Thomas lui fait un signe de tête poli, une petite reconnaissance que beaucoup de gentlemen de sa classe ne se donneraient pas la peine de faire. Quand votre père fait une blague sur le temps, Thomas rit, pas le gloussement forcé des obligations sociales mais un amusement sincère qui atteint ses yeux. Quand Madame Wetherby renverse accidentellement sa tasse de thé, répandant du liquide chaud sur la petite table, Thomas se lève immédiatement pour aider, sortant un mouchoir propre sans qu'on le lui demande. « Oh, quelle maladresse de ma part !» s'exclame Madame Wetherby, tapotant la tâche. « Pas du tout », apaise votre mère, tandis que Marie apparaît rapidement avec un chiffon pour nettoyer le désordre. Ces choses arrivent. Mais vous avez remarqué autre chose. Quand la tasse de thé est tombée avec fracas sur le sol, Thomas a sursauté. Pas juste une réaction normale de surprise, mais quelque chose de plus profond. Ses mains se sont crispées pendant un instant, et ses yeux ont fusé vers la porte, comme s'il évaluait une voie de sortie. Cela n'a duré que quelques secondes avant qu'il ne retrouve son sang-froid. Mais vous avez noté cette observation. Quelque chose à propos des bruits soudains l'affecte plus qu'il ne le devrait. La partie formelle de la visite dure exactement 1 heure, comme l'exige l'étiquette. Plus court suggérerait un désintérêt. Plus long serait présomptueux. Alors que les Wetherby se préparent à partir, Thomas demande un bref mot avec votre père, une conversation qui a lieu dans le couloir, juste hors de portée d'oreille mais visible pour tous dans le salon. À travers la porte, vous observez votre père hocher la tête plusieurs fois. Thomas fait des gestes occasionnels en parlant, ses mains bougeant avec cette même précision prudente que vous avez remarqué plus tôt. Après peut-être 5 minutes, il se serre la main, et l'expression de votre père suggère que la conversation s'est bien passée. « Mademoiselle Hartwell, » dit Thomas en revenant dans le salon, « avec la permission de votre père, j'aurai l'honneur de vous rendre visite à nouveau, peut-être dimanche après-midi, si cela vous convient. » Votre cœur fait un petit saut. C'est le moment, le début formel de la cour. Ce serait très agréable, monsieur Wetherby. Après leur départ, votre mère commence immédiatement l'analyse post-visite. Eh bien, il semble tout à fait respectable, dit-elle, se rasseyant dans sa chaise. Bonne posture, ongles propres, poli envers les domestiques. Et as-tu remarqué comment il a aidé quand j'ai renversé le thé? Cela montre de la considération. Votre père se joint à la discussion. Il a économisé une somme tout à fait respectable pendant son séjour en Inde, rapporte-t-il. Assez pour établir un ménage sans nécessité d'aide de l'une ou l'autre famille. Et ses perspectives dans l'entreprise semblent solides. Mais vous pensez à ce moment où la tasse de thé est tombée,
à la manière prudente dont Thomas se déplaçait, à la légère tension autour de ses yeux quand il parlait du climat difficile en Inde. Il y a des couches ici que le processus formel de la cour n'est pas conçu pour révéler. Le dimanche arrive avec une chaleur inhabituelle pour la fin mai. Vous portez votre deuxième meilleure robe, en coton vert pâle avec de petites fleurs blanches, une couleur que votre mère dit mettre en valeur vos yeux. Cette fois, pas de crise de corset, pas de petit déjeuner nerveux. Vous commencez à comprendre le rythme de ces visites. Thomas arrive précisément à 14 heures, portant un petit bouquet de fleurs, acceptable car les fleurs sont temporaires et modestes, contrairement aux bijoux ou aux livres, qui pourraient suggérer une intention trop sérieuse. Il est habillé plus décontracté aujourd'hui, avec un manteau brun et un pantalon plus clair, et il semble plus détendu. Mademoiselle Hartwell, dit-il, offrant les fleurs avec une légère révérence, j'ai remarqué celles-ci dans le jardin de ma mère et j'ai pensé que vous pourriez les apprécier. Ce sont des pois de senteur, des fleurs délicates violettes et blanches qui sentent le printemps et l'innocence. En les prenant, vos doigts gantés effleurent les siens juste un instant, et vous ressentez un petit choc électrique qui n'a rien à voir avec l'électricité statique de votre robe en laine. Elles sont magnifiques, dites-vous, enfouissant votre visage dans les pétales parfumés pour cacher la rougeur que vous sentez monter à vos joues. Les pois de senteur sont mes préférés. J'espérais qu'ils le soient, dit-il, et il y a quelque chose dans son ton qui suggère que ce choix n'était pas aussi fortuit qu'il le prétend. Cette visite est différente de la première. Avec les formalités initiales écartées, la conversation coule plus naturellement. Thomas vous raconte son enfance, grandissant comme le plus jeune de 4 fils, toujours essayant de prouver qu'il méritait l'attention. Vous partagez des histoires sur votre éducation, la petite école que vous avez fréquentée où vous avez appris le français, le dessin et assez de mathématiques pour gérer les comptes domestiques. Je confesse, dit Thomas pendant une pause dans la conversation, je trouve Londres assez écrasante après 4 ans dans des communautés plus petites. Le bruit, la foule, le rythme de tout. Parfois, je me demande si j'ai oublié comment être correctement anglais. Il y a une vulnérabilité dans cette admission qui vous surprend. Les gentlemen ne sont pas censés exprimer d'incertitude ou de faiblesse. Pourtant, il est là, admettant que la transition vers le retour n'a pas été aussi fluide qu'attendu. Peut-être, dites-vous prudemment, il ne s'agit pas d'être correctement anglais, mais de trouver votre propre manière d'être anglais. 4 ans, c'est long. Vous avez eu des expériences que la plupart d'entre nous ne peuvent imaginer. Il vous regarde avec quelque chose qui ressemble à de la surprise, comme s'il ne s'attendait pas à une telle compréhension. Vous êtes très perspicace, mademoiselle Hartwell. Au cours des semaines suivantes, les visites du dimanche deviennent une routine. Thomas rend visite tous les dimanches à 14 heures, restant exactement l'heure prescrite. Parfois, vous restez dans le salon, parfois vous vous promenez dans le petit jardin derrière votre maison, toujours avec votre mère ou tante Caroline à portée de vue. Les conversations deviennent plus profondes, plus personnelles, bien que toujours limitées par les bornes de la bienséance. Vous apprenez que Thomas fait parfois des cauchemars. Il mentionne cela obliquement, en expliquant pourquoi il semble souvent fatigué le lundi matin. Vous découvrez qu'il écrit de la poésie, bien qu'il soit trop gêné pour la partager avec vous. Il vous parle des aliments étranges qu'il a appris à apprécier en Inde, des festivals auxquels il a assisté, de la complexité de gérer des relations d'affaires à travers des différences culturelles. En retour, vous partagez vos propres pensées soigneusement gardées. Votre frustration face aux limites imposées à l'éducation des femmes. Votre ambition secrète de voyager, de voir des lieux au-delà des frontières de Londres. Votre amour des romans, bien que vous soyez prudente de ne pas mentionner ceux plus scandaleux que vous empruntez à votre amie Catherine. Lors de votre 4e visite du dimanche, Thomas fait une demande qui fait battre votre pouls. Mademoiselle Hartwell, dit-il, jetant un coup d'œil vers votre mère assise avec son ouvrage d'aiguille, je me demandais si vous consentiriez à m'accompagner à l'exposition au Crystal Palace samedi prochain, avec un chaperon approprié, naturellement. C'est significatif. Assister à un événement public ensemble représente un nouveau niveau de cours, une déclaration semi-publique que vous êtes officiellement en compagnie. L'aiguille de votre mère s'arrête dans sa broderie alors qu'elle attend votre réponse. Je serais ravi, dites-vous, essayant de garder votre voix stable malgré le frisson d'excitation dans votre poitrine. Le Crystal Palace, reconstruit dans le sud de Londres après la grande exposition de 1851, représente tout ce qui est moderne et excitant de cette époque victorienne. Le bâtiment lui-même est une merveille de fer et de verre, s'élevant de Sydenham Hill comme un palais de contes de fées fait de lumière et d'air. À l'intérieur, il y a des jardins, des fontaines, des expositions du monde entier,
et assez de merveilles pour remplir des jours d'exploration. Le samedi arrive clair et lumineux. Vous êtes habillé de votre meilleure robe, en soie bleu foncé que votre mère a mis 6 mois à économiser, avec une veste assortie et un petit chapeau orné de rubans. Vos gants sont en cuir d'agneau blanc immaculé, et vous portez une petite bourse perlée contenant votre mouchoir, des sels odorants et quelques pièces. Thomas arrive avec une voiture louée, un landau ouvert qui permettra une supervision appropriée tout en offrant l'aventure de voyager ensemble. Tante Caroline, choisie comme chaperon pour son comportement sévère et ses yeux d'aigle, s'installe sur le siège en face. Elle porte son expression la plus redoutable et son chapeau le plus pointu, celui avec les plumes qui semblent accuser quiconque envisagerait une impropriété. Le trajet à travers Londres est une aventure en soi. Les rues grouillent de circulation, voitures, omnibus, charrettes et cavaliers à cheval, tous rivalisant pour l'espace sur des routes qui n'ont jamais été conçues pour un tel volume. Les vendeurs de rue crient leurs marchandises, fleurs fraîches, un penny le bouquet. Tarte chaude, tarte à la viande. Ramonez vos cheminées, adieu la suie. Thomas pointe les monuments au passage, les nouvelles chambres du Parlement avec leurs tours gothiques, l'abbaye de Westminster avec ses pierres anciennes noircies par la fumée de charbon, les ponts enjambant la Tamise, où des barges lourdes de marchandises attendent leur tour au quai. La rivière elle-même est encombrée de trafic, des vapeurs crachant de la fumée noire, des voiliers avec leurs forêts de mâts, et le défilé constant de petites embarcations transportant des marchandises à travers l'eau trouble. En voyageant au sud de la rivière, le caractère des quartiers change. Disparus sont les grands squares et les élégantes terrasses du centre de Londres. Ici, les maisons sont plus petites, plus serrées les unes contre les autres, et l'air sent la fumée industrielle mélangée à quelque chose de moins agréable, le genre d'odeur qui vient de trop de gens vivant dans un espace trop petit avec une sanitation inadéquate. Mais ensuite, vous grimpez Sydenham Hill, et soudain le Crystal Palace s'élève devant vous comme dans un rêve. L'énorme structure capte la lumière de l'après-midi et la renvoie en mille scintillements brillants. Les jardins s'étendent dans toutes les directions, remplis de plantes exotiques et de parterres de fleurs élaborées qui forment des motifs complexes vus des terrasses élevées du palais. C'est magnifique, murmurez-vous, oubliant un instant d'être correctement réservé. En effet, acquiesce Thomas, vous offrant son bras alors que vous descendez de la voiture. Bien que je confesse, cela me rappelle un peu certains palais que j'ai vus en Inde. Cette confiance victorienne dans le fer, le verre et l'ingéniosité humaine. À l'intérieur du palais, vous êtes immédiatement submergé par l'échelle et la variété de tout. La nef centrale s'étend à perte de vue, remplie de fontaines et de plantes exotiques qui s'élèvent au-dessus de votre tête. Il y a des expositions sur tous les sujets imaginables, les dernières machines industrielles, des collections de papillons du monde entier, des présentations d'artisanat indigène des confins de l'Empire britannique, et des installations artistiques qui mêlent science et beauté. Thomas vous guide à travers la foule avec une attention particulière à votre confort. Quand la presse des gens devient trop dense, il vous dirige vers des alcôves plus calmes. Quand vous vous arrêtez pour examiner une exposition particulièrement intéressante, il attend patiemment sans vous presser. Quand tante Caroline déclare qu'elle a besoin de se rafraîchir, il trouve immédiatement une salle de thé où elle peut reposer ses pieds. C'est pendant cette pause, alors que tante Caroline est occupée avec son thé et son scone, que Thomas se penche légèrement plus près et parle d'une voix que seule vous pouvez entendre. Mademoiselle Hartwell, j'espère que vous ne me trouverez pas présomptueux, mais je me trouve de plus en plus attaché à ces excursions du samedi et à votre compagnie. Votre cœur s'arrête, puis repart à double vitesse. Cela approche le territoire des déclarations d'intention sérieuses. Vous jetez un coup d'œil rapide à tante Caroline, mais elle est absorbée par la destruction méthodique de son scone au raisin sec. Je les ai appréciés également, dites-vous doucement, votre voix à peine plus qu'un murmure. J'avais espéré, commence-t-il, puis s'arrête. C'est-à-dire, je me demande si vous envisageriez mais peut-être que ce n'est pas le lieu approprié pour de telles discussions. Vous comprenez parfaitement. Il teste les os, s'approchant de la question des fiançailles sans encore la poser directement. Selon toutes les règles, de telles conversations devraient d'abord avoir lieu avec votre père, puis avec vous, et certainement pas dans une salle de thé publique avec votre tante à 3 pieds de distance. Peut-être, dites-vous prudemment, de telles discussions seraient plus appropriées dans un cadre plus privé. Le regard qui passe entre vous transporte assez d'électricité pour alimenter les nouvelles lampes à gaz du palais. Il comprend que vous ne rejetez pas sa demande implicite, mais que vous suggérez simplement le protocole approprié. Le soulagement est quelque chose de plus profond, anticipation, affection traverse ses traits. Le reste de l'après-midi passe dans un flou heureux. Vous admirez des oiseaux tropicaux dont les plumes scintillent de couleurs sans nom.
Vous observez des démonstrations de nouvelles techniques photographiques qui peuvent capturer l'image d'une personne en quelques minutes plutôt qu'en heures. Vous goûtez des fruits exotiques dont les saveurs vous transportent brièvement dans des pays lointains que vous ne verrez probablement jamais. Mais sous toute cette merveille et cette excitation, il y a un courant plus profond entre vous et Thomas. Un sentiment de changement imminent, de décisions qui remodèleront tout votre avenir. Quand vous rentrez chez vous, alors que le soleil se couche sur l'horizon enfumé de Londres, vous savez que tout est sur le point de changer. Le mardi soir arrive avec un orage qui secoue les fenêtres et envoie des rideaux de pluie martelés contre les vitres. Vous êtes dans le salon avec votre mère, travaillant sur de la broderie à la lumière d'une lampe, quand la sonnette de la porte d'entrée retentit. Il est plus de 20 heures, bien trop tard pour des visites sociales, alors quand Marie apparaît à la porte, l'air agité, vous savez que quelque chose d'important se passe. « Je vous demande pardon, madame, dit Marie à votre mère, mais monsieur Thomas Wetherby est à la porte. Il dit qu'il doit parler au maître de toute urgence. » Les sourcils de votre mère s'élèvent presque jusqu'à la racine de ses cheveux. Votre père apparaît de son bureau, journal encore en main, l'air tout aussi perplexe. Par la fenêtre du salon, vous pouvez voir la voiture louée de Thomas attendant sous la pluie, le cheval tapant impatiemment alors que l'eau ruisselle de sa crinière. « Faites-le entrer dans le bureau, dit votre père après un moment de réflexion. Elle est la nana, vous et votre mère restez ici. Mais bien sûr, vous tendez l'oreille pour entendre chaque son de l'autre côté du couloir. Le murmure des voix masculines, sérieuses et basses, l'occasionnel, en effet, de votre père, et les réponses plus longues de Thomas que vous ne pouvez pas tout à fait distinguer. La conversation dure près de 20 minutes, une éternité quand vous êtes assise avec votre tambour à broder oublié sur vos genoux, votre cœur battant assez fort pour faire trembler la broche en camée sur votre col. Enfin, des pas s'approchent du salon. Votre père entre seul, mais son expression révèle tout avant qu'il ne parle. « Elle est la nana, dit-il, et il y a de la satisfaction dans sa voix mêlée de ce qui pourrait être du soulagement. Monsieur Wetherby a demandé la permission de vous faire sa cour. J'ai donné mon consentement. » Le tambour à broder glisse de vos doigts engourdis et touche le sol avec un léger bruit sourd. C'est le moment. Thomas veut vous épouser. Après 6 semaines de cours prudentes, il est prêt à officialiser. Il souhaite parler avec vous demain après-midi, continue votre père. Je lui ai dit de venir à 14 heures. Votre mère sera présente, naturellement, mais il sera autorisé à faire sa demande directement à vous. Votre mère laisse échapper un petit couinement d'excitation qu'elle essaie immédiatement de réprimer. Oh, elle est la nana, nous devons décider ce que vous porterez, et nous devrions demander à la cuisinière de préparer quelque chose de spécial. Et peut-être devrions-nous sortir la belle porcelaine du placard, mère, interrompez-vous doucement, bien que votre propre excitation fasse légèrement trembler vos mains, peut-être devrions-nous d'abord voir ce qu'il a à dire. Mais vous savez déjà ce que Thomas va dire. La question n'est pas de savoir s'il va proposer. C'est de savoir si vous êtes vraiment prête à l'accepter. Le mariage en 1855 n'est pas comme entrer dans une relation que vous pouvez quitter si ça ne fonctionne pas. Une fois que vous dites oui, votre existence légale disparaît essentiellement. Vos biens deviennent ses biens. Votre argent devient son argent. Même vos enfants, si vous en avez, lui appartiennent légalement plutôt qu'à vous. Pourtant, quel choix avez-vous vraiment? À 22 ans, vous approchez déjà de l'âge où les gens commenceront à murmurer que vous êtes sur l'étagère. Votre famille ne peut pas vous soutenir indéfiniment, et Thomas semble gentil, intelligent, et véritablement attaché à vous. Dans un monde où de nombreux mariages sont purement des arrangements d'affaires, la perspective de l'affection semble être une chance énorme. Le mercredi passe avec une lenteur agonisante. Vous changez de vêtements 3 fois avant de vous décider pour une robe en laine gris doux avec des bordures violettes, assez sérieuse pour montrer que vous comprenez la gravité de l'occasion mais assez jolie pour rappeler à Thomas pourquoi il propose en premier lieu. Vos cheveux refusent de coopérer, et Marie doit épingler et réépingler le style tressé compliqué 2 fois avant qu'il ne tienne correctement. À 14 heures précises, Thomas arrive, portant une petite boîte en velours qui fait faire des acrobaties à votre estomac. Il porte son meilleur manteau noir et une chemise blanche fraîche avec un col si rigide qu'il semble pouvoir lui couper la gorge s'il tourne la tête de travers. Ses mains tremblent légèrement alors qu'il enlève ses gants. « Mademoiselle Hartwell », dit-il formellement, bien que ses yeux soient chaleureux. « Madame Hartwell », il hoche la tête à votre mère, qui s'est positionnée dans la chaise d'angle avec son ouvrage d'aiguille, assez près pour superviser mais assez loin pour donner l'illusion d'intimité. Vous vous asseyez au bord du canapé, le dos droit, les mains croisées sur vos genoux. Thomas prend la chaise en face de vous, le même arrangement que lors des premières visites,
mais maintenant tout semble différent. Électrique. Définitif. Mademoiselle Hartwell, commence Thomas, puis s'arrête et prend une profonde inspiration. Elena, si je puis me permettre. J'ai parlé avec votre père, et avec votre permission, j'aimerais parler directement à votre cœur. C'est le moment où tout change. Vous hochez la tête, ne faisant pas confiance à votre voix. Ces dernières semaines à vous connaître ont été parmi les plus heureuses de ma vie, continue-t-il, sa voix gagnant en confiance. Votre intelligence, votre gentillesse, votre force de caractère, toutes ces qualités m'ont fait réaliser que je ne peux imaginer mon avenir sans vous. Il glisse de sa chaise pour s'agenouiller à côté du canapé, la boîte en velours maintenant ouverte dans ses mains. Elena Hartwell, me feriez-vous l'immense honneur de devenir ma femme? La bague à l'intérieur de la boîte est modeste mais belle, un petit diamant entouré de minuscules perles serties dans de l'or jaune. Elle n'est pas tapa accent grave-l'œil ni ostentatoire, mais elle a clairement été choisie avec soin et représente une dépense significative pour un homme dans la position de Thomas. Oui, murmurez-vous, puis trouvez votre voix. Oui, Thomas, je serais honoré d'accepter. Son soulagement est si évident que vous riez presque. Il prend votre main gauche dans la sienne, la première fois que vous vous touchez sans gants, et glisse la bague à votre 4e doigt. Ses mains sont chaudes et légèrement rugueuses, probablement à cause de ses années à l'étranger, et le contact envoie un petit frisson le long de votre bras. Voilà, dit-il doucement. Maintenant, c'est officiel. De son coin, votre mère émet un petit son qui pourrait être un sanglot de bonheur réprimé. Quand vous regardez, elle tamponne ses yeux avec son mouchoir tout en essayant de sembler absorbée par sa broderie. Le reste de la visite passe dans un flou de discussions pratiques. Les fiançailles seront annoncées dans le journal de dimanche prochain. Le mariage aura lieu dans 6 mois, vous donnant le temps de préparer un trousseau et à Thomas de sécuriser un logement approprié. Il a trouvé une petite maison à Kensington, 3 chambres, une cuisine convenable, et un petit jardin qui sera disponible à la location à l'automne. Je sais que ce n'est pas grandiose, dit Thomas, sa voix légèrement apologétique, mais c'est respectable, et c'est assez proche de mon bureau pour que je puisse m'y rendre à pied par beau temps. Ça semble parfait, lui assurez-vous, et vous le pensez. L'idée d'avoir votre propre ménage, votre propre espace à arranger comme vous le souhaitez, semble être la chose la plus luxueuse imaginable. Après le départ de Thomas, votre mère commence immédiatement ce qu'elle appelle la planification des fiançailles. Des listes apparaissent du jour au lendemain, ce qui doit être acheté, ce qui doit être cousu, quels parents doivent être informés. Les prochains mois seront un tourbillon de préparatifs comme vous n'en avez jamais connu. Mais d'abord, il y a les changements immédiats qui viennent avec le fait d'être officiellement fiancé. Dès le dimanche suivant, Thomas est autorisé à vous emmener pour des promenades sans chaperon. La première fois que vous sortez ensemble sans votre mère derrière vous semble être la chose la plus audacieuse que vous ayez jamais faite. Vous marchez lentement dans le petit parc près de votre maison, votre main reposant légèrement sur le bras de Thomas, émerveillé par cette nouvelle liberté. Pour la première fois dans votre cour, vous pouvez parler sans mesurer chaque mot pour son adéquation sous la supervision parentale. Je confesse, dit Thomas alors que vous vous arrêtez près d'une fontaine où des enfants font naviguer des bateaux jouets, j'ai été terrifié pendant des semaines à l'idée que vous pourriez me refuser. Vraiment? Demandez-vous, surprise. Mais vous deviez bien voir que j'appréciais vos visites. Les apprécier, oui. Mais apprécier et vouloir se marier sont des choses bien différentes. Il ajuste sa prise sur sa canne. Je sais que je ne suis pas le parti le plus excitant. Pas de titre, pas de grande fortune, et je viens avec quelques complications de mon temps à l'étranger. Vous pensez à ces moments où des bruits forts le faisaient sursauter, à la manière prudente dont il se tenait parfois, comme s'il s'attendait à une douleur. Tout le monde a des complications, Thomas. L'important est de savoir si 2 personnes peuvent les affronter ensemble. Il s'arrête de marcher et vous regarde avec une expression que vous ne pouvez pas tout à fait lire. Vous êtes très sage pour quelqu'un d'aussi jeune. Je ne suis pas si jeune, protestez-vous. 22 ans, c'est tout à fait adulte. Bien sûr que oui, dit-il rapidement. Je ne voulais pas suggérer c'est-à-dire, je me sens parfois beaucoup plus vieux que mes 26 ans. L'Inde a une manière de vieillir une personne. Au cours des semaines suivantes, ces promenades sans chaperon deviennent précieuses pour vous deux. Loin des contraintes formelles des visites au salon, Thomas commence à révéler davantage de lui-même. Il vous raconte la fièvre qui a failli le tuer pendant sa 2e année à Bombay. À propos d'un collègue qui l'a trompé pour une promotion.
À propos du soulagement écrasant qu'il a ressenti quand le navire qui le ramenait a enfin quitté le port. Vous partagez vos propres secrets en retour, votre peur de ne pas être naturellement assez maternelle pour être une bonne mère, votre frustration face aux limitations imposées à l'éducation des femmes, votre rêve secret d'apprendre à peindre avec une vraie compétence, pas seulement les barbouillages à l'aquarelle considérés comme appropriés pour les dames. Peut-être, suggère Thomas un après-midi alors que vous êtes assis sur un banc à regarder des moineaux sautiller autour de vos pieds, pourriez-vous prendre de vrais cours de peinture après notre mariage? Nous ne serons pas riches, mais nous devrions être assez à l'aise pour de petits luxes. La manière désinvolte dont il dit « après notre mariage » fait frémir votre estomac. Ça devient réel, cet avenir que vous planifiez ensemble. Avec les promenades viennent d'autres nouveaux privilèges. Thomas est maintenant autorisé à vous rendre visite dans le salon principal sans supervision formelle, bien qu'il soit toujours requis de partir avant la tombée de la nuit. Lors de ces visites, vous êtes autorisé à vous tenir la main, une intimité simple qui semble révolutionnaire après des mois de distance prudente. La première fois que Thomas prend votre main dans la sienne, vous êtes assis sur le canapé, feuilletant un livre d'estampes qu'il a apporté pour vous montrer des scènes d'Inde. Ses doigts s'entrelacent avec les vôtres, chauds et légèrement calleux, et vous êtes étonné de voir à quel point cela semble naturel. Est-ce convenable, demandez-vous, bien que vous ne fassiez aucun mouvement pour vous retirer. Parfaitement convenable pour un couple fiancé, vous assure-t-il. Bien que j'admette, cela semble plutôt scandaleux après toutes ces semaines à garder mes mains pour moi. Vous riez, et le son semble vous surprendre tous les deux. Ça fait longtemps que vous n'avez pas ri librement en présence de Thomas. La plupart de vos interactions ont été si prudentes, si mesurées, mais les fiançailles ont apporté une nouvelle aisance à votre relation. Les lettres commencent à arriver dès la semaine de vos fiançailles. Selon la tradition victorienne, les couples fiancés sont censés s'écrire régulièrement, surtout lorsqu'ils sont séparés par des obligations professionnelles ou familiales. Le travail de Thomas l'oblige à voyager au bureau de l'entreprise à Manchester pendant une semaine, et soudain vous apprenez à exprimer vos sentiments sur papier. Ma chère Elena, commence sa première lettre. Je ne suis parti que depuis 2 jours, et pourtant je me surprends à regretter nos conversations plus que je ne l'avais anticipé. Manchester est une ville animée, pleine du bruit et de la fumée de l'industrie, mais je confesse que j'échangerais toute son énergie bouillonnante pour une autre promenade tranquille dans le parc de votre quartier. Vous passez une soirée entière à rédiger votre réponse, remplissant 3 pages de votre écriture soignée. Vous lui parlez des livres que vous lisez, des changements que votre mère apporte à la maison en prévision du mariage, des petits détails quotidiens qui semblent significatifs quand ils sont partagés avec quelqu'un qui s'en soucie. Ces lettres deviennent le fondement de votre relation qui s'approfondit. Par écrit, Thomas est plus éloquent qu'en personne, moins contraint par les exigences formelles de la conversation polie. Il écrit sur ses espoirs pour votre mariage, ses plans pour la maison à Kensington, son réajustement progressif à la vie anglaise après ses années à l'étranger. Vous découvrez que vous aussi, vous vous exprimez plus librement par écrit. Vous lui parlez de vos peurs autant que de vos espoirs, de vos questions sur ce qu'impliquera réellement la vie conjugale, de votre excitation à l'idée d'avoir une maison à vous à gérer. Les échanges de cadeaux commencent sérieusement également. Au-delà de la bague de fiançailles, Thomas vous offre un petit médaillon contenant sa photographie, un portrait formel le montrant dans son meilleur manteau, l'air sérieux et légèrement plus jeune que son âge réel. Vous réciproquez avec votre propre photographie, prise dans un studio en ville, portant votre meilleure robe et votre expression la plus composée. Mais le cadeau le plus intime est encore à venir. Par un après-midi pluvieux de juillet, Thomas apparaît à votre porte avec un petit paquet enveloppé. C'est plutôt non conventionnel, dit-il, l'air légèrement gêné en vous le tendant, mais j'ai pensé que vous pourriez l'apprécier. À l'intérieur du paquet se trouve un journal relié de cuir, ses pages blanches et en attente. Mais ce qui le rend spécial, c'est l'inscription sur la première page, écrite dans l'écriture soignée de Thomas, pour Elena, pour consigner toutes les pensées trop précieuses pour une conversation ordinaire. Vous passez vos doigts sur la couverture en cuir lisse, touché par la prévenance du cadeau. C'est magnifique, Thomas. Merci. J'en ai un identique, admet-il. J'ai pensé que nous pourrions tous les deux tenir des journaux pendant nos fiançailles, pas nécessairement pour les partager, mais pour nous aider à réfléchir à tous les changements à venir. Ce soir-là, seul dans votre chambre, vous faites la première entrée dans votre nouveau journal. Vous écrivez sur le mélange étrange d'excitation et de terreur qui accompagne l'approche du mariage, sur votre affection croissante pour Thomas, sur la nature écrasante de toutes les décisions qui doivent être prises. L'été passe dans un flou de préparation et d'anticipation.
Votre mère vous traîne à d'innombrables essayages pour votre robe de mariée et les nouveaux vêtements qui formeront votre garde-robe de mariée. La robe elle-même est une confection de soie blanche et de dentelle de Bruxelles qui a coûté plus que ce que la boutique de votre père gagne en 2 mois, mais elle est considérée comme essentielle pour maintenir le statut social de la famille. Vous passez des après-midi à apprendre les compétences de gestion domestique que votre éducation n'avait qu'effleurées. La cuisinière vous apprend à planifier des repas et à gérer les budgets alimentaires. Marie vous montre l'entretien approprié des linges fins et les meilleures méthodes pour enlever différents types de tâches. Votre mère vous entraîne sur les obligations sociales auxquelles vous ferez face en tant que femme mariée, quels voisins visiter, comment gérer les domestiques, la manière appropriée d'organiser un dîner. Mais peut-être l'éducation la plus importante vient des femmes mariées de votre famille et de votre cercle social. Votre tante Margaret, mariée depuis 15 ans, vous prend à part pour une série de conversations que personne d'autre ne semble prêt à avoir. Le mariage, vous dit-elle franchement, n'est pas comme le décrivent les romans. Il y aura des moments merveilleux, certainement, mais il y aura aussi des moments difficiles. Votre mari aura des humeurs que vous ne comprendrez pas. Vous aurez des jours où vous vous demanderez dans quoi vous vous êtes engagé. L'important est de se rappeler que construire une vie ensemble demande du temps et de la patience. Elle marque une pause, étudiant votre visage. Et Elena, il y a des aspects de la vie conjugale dont personne ne parle directement, mais que vous devez comprendre les aspects physiques. Votre visage brûle d'embarras, mais vous vous forcez à écouter alors que tante Margaret explique, en euphémisme prudent, ce qui sera attendu de vous en tant qu'épouse. Ce n'est pas l'image romantique peinte par la poésie que vous avez lue, mais c'est une information pratique dont vous avez désespérément besoin. Alors que l'été se transforme en automne, la date de votre mariage approche à une vitesse alarmante. La maison à Kensington a été sécurisée, et Thomas vous emmène la voir par un après-midi frais de septembre. Elle est plus petite que la maison familiale, mais lumineuse et joyeuse, avec de grandes fenêtres qui laissent entrer beaucoup de lumière et un jardin juste assez grand pour un petit potager. La cuisine est moderne, fait remarquer Thomas, ouvrant les placards pour montrer le rangement intégré. Et il y a une cuisinière appropriée pour cuisiner, pas juste un foyer ouvert. Vous passez vos mains sur les plans de travail en bois, vous. Imaginant préparer des repas ici, gérer votre propre ménage. C'est excitant et terrifiant à parts égales. C'est parfait, lui dites-vous, et vous le pensez. Ce sera votre domaine, votre responsabilité, votre maison. 2 semaines avant le mariage, Thomas fait une demande inhabituelle. Il vous demande si vous envisageriez de couper une mèche de vos cheveux pour qu'il la garde, un gage qui sera toujours avec lui. C'est une coutume courante parmi les couples fiancés, mais cela semble incroyablement intime. Vous vous asseyez devant le miroir de votre coiffeuse pendant que Marie coupe soigneusement une petite section de cheveux derrière votre oreille, là où elle ne manquera pas. Les mèches sombres semblent soyeuses et vivantes dans votre paume alors que vous les enveloppez dans du papier de soie pour Thomas. Un morceau de moi à porter avec lui, dites-vous à Marie en scellant le paquet. En retour, Thomas vous offre une mèche de ses propres cheveux, déjà soigneusement conservée dans un petit médaillon en argent. Quelque chose de moi à garder près de votre cœur, dit-il simplement. La semaine précédant votre mariage arrive avec une avalanche de préparatifs finaux. Les parents envahissent votre maison comme une invasion amicale. La robe de mariée pend dans votre garde-robe comme un fantôme magnifique de votre futur moi. Votre trousseau, la collection de vêtements, de linge et d'articles ménagers que vous apporterez à votre mariage, remplit 2 grandes malles qui se trouvent au pied de votre lit. Thomas passe tous les jours maintenant, parfois 2 fois, pour vérifier les arrangements et simplement pour vous voir. La distance formelle du début de la cour a cédé la place à une affection sincère et une compagnie confortable. Vous vous surprenez à attendre la vie conjugale, non pas comme une étape inévitable mais comme une aventure que vous voulez partager avec cet homme en particulier. Le jeudi avant votre mariage du samedi, Thomas prend vos mains dans le salon et vous regarde sérieusement. « Elena, dit-il, je veux que vous sachiez que quels que soient les défis que nous affronterons en tant que mari et femme, je m'efforcerai toujours d'être digne de la confiance que vous placez en moi. Et je m'efforcerai d'être digne de la vôtre, répondez-vous, pensant chaque mot. Dehors, Londres bouillonne de son énergie habituelle, les voitures claquent, les vendeurs crient leurs marchandises, le bourdonnement constant d'une ville qui ne s'arrête jamais tout à fait. Mais en ce moment, dans le salon de votre famille, avec votre main dans celle de Thomas, l'avenir semble à la fois certain et plein de merveilleuses possibilités. Le samedi matin arrive gris et bruineux, le genre de temps londonien qui fait ressembler tout à une peinture à l'aquarelle laissée sous la pluie. Vous vous réveillez avant l'aube dans votre chambre d'enfance pour la dernière fois, écoutant les sons familiers de la maison qui s'éveillent autour de vous.
La cuisinière frappe déjà des casseroles dans la cuisine 3 étages plus bas, et vous pouvez entendre les pas lourds de votre père alors qu'il fait les 100 pas dans la bibliothèque, probablement en répétant le discours qu'il donnera au petit déjeuner de mariage. Votre robe de mariée pend à la porte de l'armoire comme un fantôme lumineux, la soie blanche et la dentelle captant la faible lumière filtrant à travers les fenêtres striées de pluie. Dans quelques heures, vous la mettrez et deviendrez Madame Thomas Wetherby, troquant votre identité d'Elena Hartwell pour une existence entièrement nouvelle. Marie apparaît avec votre plateau de petit déjeuner, mais la bouillie habituelle a été remplacée par des pointes de pain grillé délicates et du thé léger, une concession de votre mère à la probabilité que votre estomac nerveux ne tolère rien de plus lourd. Vos mains tremblent légèrement en soulevant la tasse de thé, et vous remarquez que Marie vous observe avec quelque chose entre excitation et sympathie. Nerveuse, mademoiselle, demande-t-elle doucement en commençant à disposer vos sous-vêtements. Terrifié, admettez-vous, puis vous vous sentez immédiatement coupable de cette confession. Les jeunes filles sont censées aborder le mariage avec joie et anticipation, pas une peur viscérale. Mais Marie hoche la tête avec compréhension. C'est naturel, mademoiselle. Ma sœur a dit la même chose le matin de son mariage. Elle a dit qu'elle avait l'impression de sauter d'une falaise sans savoir ce qu'il y avait en bas. La comparaison ne vous rassure pas exactement, mais il y a quelque chose de réconfortant à savoir que d'autres femmes ont ressenti ce même mélange d'excitation et de panique. Votre mère entre peu après le petit déjeuner, déjà vêtue de sa meilleure robe en soie violet foncé, une couleur qui montre son statut de mère de la mariée tout en restant convenablement sobre. Derrière elles viennent tante Caroline, votre cousine Margaret, et Madame Patterson de la maison voisine, toutes armées d'épingles, de rubans et d'opinions bien arrêtés sur la manière dont vos cheveux devraient être coiffés. Le processus pour vous habiller prend près de 3 heures. D'abord, la chemise, du coton fin qui ne semble rien contre votre peau. Puis le corset, lacé plus fort que d'habitude pour vous donner la silhouette parfaite pour votre robe de mariée. Aujourd'hui, Marie tire les lacets jusqu'à ce que vous puissiez à peine prendre une respiration complète, mais vous ne protestez pas. Le jour de votre mariage, l'inconfort est attendu au service de la beauté. La tournure vient ensuite, plus grande que celle de tous les jours et conçue pour supporter l'énorme traîne de votre robe de mariée. 3 crinolines suivent, chacune ajoutant du volume et du poids jusqu'à ce que vous ayez l'impression de porter une petite tente. Quand la robe elle-même glisse par-dessus votre tête, vous êtes déjà fatigué par l'effort physique pur de porter toutes ces couches. Mais quand Marie attache le dernier bouton de perles et recule, le reflet dans votre miroir vous coupe le souffle. La femme qui vous regarde en retour est élégante, sophistiquée, belle d'une manière que votre moi de tous les jours ne parvient jamais à atteindre. La robe vous transforme en quelqu'un digne d'un vrai mariage victorien. Vos cheveux ont été arrangés dans un style élaboré, avec des fleurs de soie blanche tissées à travers les tresses et les boucles. Un voile délicat en dentelle de Bruxelles, emprunté à l'ensemble de mariage de votre grand-mère, cascade d'une petite tiare qui capte la lumière de la lampe. Vos seuls bijoux sont la bague de fiançailles de Thomas et un simple rang de perles ayant appartenu à votre mère. Vous ressemblez à un ange, murmure votre mère, et il y a des larmes dans ses yeux qu'elle s'efforce de ne pas laisser couler. Le trajet en voiture jusqu'à l'église Saint-Georges semble à la fois interminable et beaucoup trop court. Votre père est assis à côté de vous, inhabituellement silencieux, tendant occasionnellement la main pour tapoter votre main gantée. À travers les fenêtres éclaboussées de pluie, vous regardez Londres vaquer à ses affaires du samedi, les vendeurs de rue criant toujours leurs marchandises, les enfants évitant les flaques, le flux constant de la vie qui continuera exactement comme avant, même si tout votre monde est sur le point de changer. L'église se dresse devant, sa façade en pierre assombrie par des années de fumée de charbon mais toujours impressionnante dans sa grandeur gothique. Des voitures bordent la rue à l'extérieur, et vous pouvez voir les invités du mariage se hâter sous la pluie, leur parapluie créant une forêt de soie noire. Votre père vous aide à descendre de la voiture, prenant soin de ne pas marcher sur votre traîne. Et soudain, vous êtes dans le vestibule de l'église, avec la pluie tambourinant sur le toit au-dessus et l'odeur de laine mouillée et de vieilles pierres emplissant vos narines. À travers les lourdes portes en chêne, vous pouvez entendre le murmure des voix alors que les invités prennent place. Prête, ma chère, demande votre père, vous offrant son bras. Vous hochez la tête, ne faisant pas confiance à votre voix, et les portes s'ouvrent. L'église est pleine, plus de gens que vous ne l'attendiez. Des visages, familiers et étrangers, se tournent vers vous avec ce mélange particulier de curiosité et de sentimentalité que les mariages inspirent. Les bougies vacillent dans la lumière grise du matin, projetant des ombres dansantes sur les murs de pierre. L'organiste commence la procession, et soudain vous marchez dans l'allée au bras de votre père, votre traîne bruissant derrière vous comme des feuilles d'automne. Mais tout ce que vous pouvez voir,
c'est Thomas, debout à l'autel dans son meilleur manteau noir, les mains jointes derrière le dos. Quand vos yeux se croisent, il sourit pas le sourire social formel auquel vous êtes habitué, mais quelque chose de plus chaleureux et plus personnel, quelque chose qui dit que ce n'est pas une performance ou une obligation sociale, mais le début de quelque chose de réel entre vous deux. La cérémonie elle-même passe dans un flou de mots anciens et de réponses rituelles. Vous vous entendez promettre d'aimer, d'honorer et d'obéir, de vous attacher à Thomas, renonçant à tous les autres, de l'accepter comme votre mari légitime jusqu'à ce que la mort vous sépare. Le poids de ces vœux s'installe autour de vos épaules comme un lourd manteau. Mais quand Thomas glisse l'anneau de mariage en or de sa mère à votre doigt, ses mains sont fermes et chaudes. Je vous déclare maintenant mari et femme, déclare le recteur. Et soudain, c'est officiel. Vous êtes mariés. Vous appartenez à Thomas maintenant, légalement et socialement et de toutes les manières qui comptent pour la société victorienne. Le baiser que Thomas vous donne est bref et chaste, approprié pour une église pleine de témoins. Mais vous sentez la promesse de moments plus intimes dans la douce pression de ses lèvres contre les vôtres. Quand vous vous tournez pour faire face à la congrégation en tant que M et Madame Wetherby, le monde semble légèrement différent de ce qu'il était il y a une heure. Le petit déjeuner de mariage a lieu chez vos parents, qui a été transformé pour l'occasion. La table de la salle à manger ploie sous le poids d'un festin élaboré, volaille rôtie, jambon glacé au miel, pain frais encore chaud du four, gelée et crème, et un gâteau à 3 étages décoré de fleurs en sucre qui semble presque assez réel pour avoir une odeur. Mais vous pouvez à peine manger, entre le corset serré et l'énergie nerveuse qui ne vous a pas quitté depuis le matin. Vous sirotez du champagne, un luxe rare qui rend votre tête légère et flottante, et vous souriez jusqu'à ce que vos joues vous fassent mal alors que les invités offrent des félicitations et des conseils. L'oncle William, légèrement rougeaud de ses propres rencontres avec le champagne, insiste pour donner un discours impromptu sur la sainteté du mariage et les devoirs des épouses. Tante Margaret vous régale d'histoires sur les premiers jours de son propre mariage, la plupart impliquant des désastres domestiques et des malentendus qui semblent hilarants rétrospectivement mais ne l'étaient probablement pas à l'époque. Thomas reste près de vous tout au long de la réception, touchant occasionnellement votre main ou murmurant des assurances lorsque les obligations sociales deviennent écrasantes. Vous remarquez comment il détourne les questions plus intrusives sur votre voyage de noces et vos projets futurs, protégeant votre vie privée même au milieu de la célébration. Alors que l'après-midi avance et que les invités commencent à s'éloigner, la réalité de ce qui vient ensuite commence à s'installer. Ce soir, vous dormirez dans votre nouvelle maison en tant qu'épouse de Thomas. Les intimités physiques auxquelles tante Margaret a fait allusion dans ses conversations prudentes deviendront réalité. Le concept abstrait du mariage se transformera en une vie domestique quotidienne avec cet homme que vous connaissez depuis seulement quelques mois. À 17h, les derniers invités sont partis, laissant derrière eux une maison qui ressemble à un champ de bataille de fête, verres vides, serviettes froissées, chaises déplacées. Votre mère dirige déjà les domestiques dans le nettoyage, mais ses yeux reviennent sans cesse vers vous avec un mélange de fierté et de ce qui pourrait être de l'inquiétude. Il est temps de changer pour votre robe de voyage, dit-elle doucement, et soudain votre gorge se serre de larmes non versées. La robe de voyage est pratique, en laine vert foncé avec une veste assortie, conçue pour le trajet en voiture jusqu'à votre nouvelle maison et le début de votre nouvelle vie. Alors que Marie délace votre robe de mariée pour la dernière fois, vous avez l'impression de vous débarrasser d'une identité et d'entrer dans une autre. Votre père charge vos malles dans la voiture louée de Thomas pendant que votre mère s'agite sur les détails finaux, as-tu tes gants, ta bourse, le petit sac d'objets personnels dont tu auras besoin pour ce soir ? Chaque question semble chargée d'une signification que vous n'êtes pas tout à fait prête à examiner. Les adieux sont plus difficiles que vous ne l'attendiez. Vos parents se tiennent sur les marches de l'entrée, votre mère pleurant ouvertement maintenant, votre père tentant une dignité stoïque mais n'y parvenant pas tout à fait. Cette maison a été tout votre monde pendant 22 ans. Et maintenant, vous la quittez pour toujours. Écris-nous bientôt, appelle votre mère alors que la voiture s'éloigne. Et souviens-toi de ce que je t'ai dit sur être une bonne épouse. Thomas prend votre main alors que les rues familières de votre enfance disparaissent derrière vous. Ça va ? Demande-t-il doucement. Je crois, dites-vous, bien que vous n'en soyez pas entièrement sûr. C'est juste tout est différent maintenant. Oui, acquiesce-t-il. Mais différent peut être bien, n'est-ce pas ? La maison à Kensington semble plus petite que dans votre souvenir, mais accueillante dans la lumière du début de soirée. De la fumée s'élève de la cheminée, suggérant que Madame Davis, la gouvernante que Thomas a engagée, s'est préparée à votre arrivée. Le jardin de devant est soigné, avec des roses tardives qui sentent bon malgré la pluie précédente. Thomas vous aide à descendre de la voiture,
Et vous remarquez à quel point il vous guide soigneusement dans les marches de l'entrée, comme si vous pouviez vous briser. La porte d'entrée s'ouvre avant que vous ne l'atteigniez, révélant Madame Davis, une femme d'apparence confortable dans la cinquantaine avec des cheveux grisonnants et des yeux gentils. « Bienvenue chez vous, Madame Wetherby, dit-elle, et le titre sonne étrange à vos oreilles. Vous êtes Madame Wetherby maintenant. Helena Hartwell n'existe plus. La maison a été préparée pour votre arrivée avec un soin évident.